Et nous parlions à l'instant de la réussite des femmes dans le secteur public. Et nous allons enchaîner avec la réussite des femmes en entreprise. Et pour cela, j'accueille Hélène Gâteau, journaliste, et l'ensemble de ses invités qui vont prolonger ce débat avec vous. Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette table ronde autour de la place des femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises. Donc je suis Hélène Gâteau, je suis journaliste et je vais vous accompagner pendant cette table ronde. Alors un petit constat pour commencer, en matière de parité au sein des instances dirigeantes des grandes entreprises, la France fait plutôt figure de bonne élève. Alors si on remonte quelques années en arrière, la loi Copé-Zimmermann de 2011, qui exigeait un minimum de 40% de femmes dans les conseils d'administration, a permis de faire bouger les choses. Et une récente étude qui date de 2023 par Ethics and Boards et l'Institut français des administrateurs avance le chiffre aujourd'hui de 46,3% de femmes dans les conseils d'administration des 120 plus grandes entreprises françaises, même s'il semblerait que ces chiffres commencent à stagner. Concernant les comités exécutifs, les chiffres sont moins bons sans pour autant être déshonorants. On compte aujourd'hui, toujours d'après cette même étude, 26,4% des membres des comités exécutifs des 120 sont des femmes, soit 2 points de plus qu'en 2022 et 10 points de plus qu'en 2017. La France est derrière les pays nordiques, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Alors les choses devraient continuer à s'améliorer avec la loi Rixain qui date de 2021 et qui va donc imposer un quota minimum de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises de plus de 1000 salariés, avec 2 seuils à atteindre. Un premier seuil de 30% de femmes dirigeantes, cadres dirigeantes à partir de mars 2026, et ce seuil sera de 40% en 2029. Alors on va s'interroger bien sûr sur la nécessité de ces quotas, on va y revenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la promotion des carrières féminines au sein des entreprises à des postes majeurs, c'est un véritable enjeu pour les entreprises. Alors quels sont les freins encore actuellement à l'accès des femmes aux postes de dirigeants ? Comment transformer les trajectoires, les modèles et les codes pour atteindre la parité au sein des instances de direction ? Comment s'ouvrir à un nouveau leadership plus féminin ? Et quel rôle doivent jouer les entreprises et les hommes et les femmes qui évoluent ? Alors, j'ai retrouvé également un autre chiffre que je voulais partager avec vous. C'est une enquête menée par Page Group en partenariat avec l'IFOP qui date de 2021, qui a été menée auprès de 1009 managers, 50-50 hommes-femmes, et 309 dirigeants. Et il en ressort qu'une femme sur 2 déclare que son entreprise n'a mis en place aucune action spécifique pour favoriser l'accès des femmes à des postes de direction. Donc on va voir tout ça ensemble grâce aux intervenants de cette table ronde. Alors je vais commencer par, tout au bout, nous avons Tammy Moulin, qui est DRH Sonepar France. Audrey Koenig, vous êtes directrice générale chez Natixis Wealth Management. Victoire de Margerie, vous êtes directrice de marketing corporate et de la communication chez Dassault Systèmes. Christelle Baranger, vous êtes présidente d'Essilor Luxottica Professional Solutions pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et Gino Balderacci, vous êtes DRH chez Kingfisher France, Castorama et Brico Dépôt. Alors, je vais tout de suite commencer avec vous, une fois n'est pas coutume, cher Gino. C'est vous qui allez ouvrir le bal, pour nous donner justement peut-être un point de vue un peu global sur la présence des femmes au sein des comités exécutifs, des postes de dirigeants. Y a-t-il ou non un plafond de verre aujourd'hui par rapport à la place des femmes dans les instances dirigeantes ? Je pense que si je dis non, je vais me prendre des tomates. Donc oui, c'est une réalité, mais c'est une réalité statistique. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans différents groupes, dans l'industrie, dans le retail actuellement, dans la télé également. Et en fait, statistiquement, on a toujours le même phénomène. On arrive avec une parité sur l'ensemble des effectifs. On est à 50-50 à peu près, mais vraiment quel que soit le type d'entreprise. Et puis après, quand on regarde dans les échelons, ou si on se focalise sur certains métiers, on se rend compte que cette parité disparaît. On assiste à un phénomène d'évaporation. Ce sont les femmes. Ouais. Voilà, exactement. Mais c'est curieux parce que on arrive à cette parité, on regarde les cadres,
Bon, ça diminue un peu, on arrive à avoir 40% de cadres femmes et le reste sont des hommes. Et puis après, on regarde les comités de direction. Et là, on tombe à 80-20 en moyenne. Et on retrouve ça aussi dans le passé, parce que ça change un peu, on retrouvait ça aussi dans les COMEX. Et donc, en fait, il y a une prise de conscience qui a été faite en France, en particulier parce que le gouvernement, sous l'impulsion des différentes lois dont on vient parler, COPEX, etc., on s'est dit on ne peut pas rester comme ça. Et donc, on s'est dit où sont les freins qui empêchent effectivement de pouvoir maintenir cette parité. Et en fait, si on inverse la problématique, si on se dit, par exemple, imaginons, on est dans un monde qui est dominé par les femmes. C'est un effort quand même assez important. Donc on se dit, bah oui, les questions des gardes d'enfants seraient traitées, puisque c'est le quotidien. Les problématiques d'arrêt, maladie, etc., des enfants seraient également traitées. La problématique, le fait de s'arrêter pour s'occuper de ses enfants pendant 1 an, voire plus, serait également traité. Sauf qu'en étant dans un monde d'hommes, ces questions pendant des années ont été occultées. Si, il y a eu des avancées, évidemment, congé parental, etc. Mais en fait, on ne traite pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est quelle place on veut dans notre société pour les femmes qui travaillent, pour les femmes qui ne souhaitent pas travailler, rester à la maison, etc. Et ça, c'est un vrai, comment dire, de vraies questions qu'on retrouve maintenant au sein de l'entreprise. Où aujourd'hui, on se repose ces mêmes questions, savoir comment est-ce qu'on peut faciliter la progression de carrière des femmes qui sont talentueuses, au même titre que les hommes, mais en tenant compte de toutes les contraintes qui sont liées à la vie d'une femme. Donc déjà, se poser la question, en fait, ça c'est une première étape. Absolument. Victoire, je vais vous passer la parole. Quel est, vous, votre parcours, justement? Quelles difficultés vous avez rencontrées en tant que femme pour évoluer au sein des postes de top management, comme vous le faites? Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Parce que là, aujourd'hui, vous faites partie d'un panel de femmes qui évoluent dans des milieux extrêmement masculins. Ça a été votre cas, vous, Victoire? Oui, j'ai fait 10 ans chez Airbus. Je suis arrivée chez Dassault Systèmes il y a 5 ans. Un peu d'ingénieur, un peu d'homme. Oui, je pense que j'ai pas mal de difficultés. Il faut un peu de caractère. Parfois, les hommes ont des réflexions assez étonnantes. Donc, il faut leur répondre avec un sourire, je pense. Et il faut surtout se donner un objectif et poursuivre cet objectif. Voilà. Maintenant, je pense que la parité, c'est plus une responsabilité individuelle. Pour moi, la parité, c'est une responsabilité collective. Et si on fait rimer parité avec modernité, il faut être en tout cas en phase avec sa stratégie, avec ses convictions. Et on a la chance chez Dassault Systèmes d'avoir un CEO formidable, il s'appelle Bernard Charles, et il croit à la parité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elles sont 50% de femmes au conseil administratif et 38,5% au COMEX. Donc pour ça, on a beaucoup de chance. On met aussi en place des choses chez Dassault Systèmes pour promouvoir la parité. On a une politique de recrutement volontariste. Alors, on y reviendra pour tout ce qui est ce que vous faites. On y reviendra. Moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est vous, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer, en fait? Mais énorme. Déjà, d'un point de vue... Mais je pense comme toutes les femmes qui sont dans cette salle, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est que vous arrivez un jour avec une jupe verte et le type vous dit oh, elle est venue avec son jardin. Et puis, enceinte de 7 mois, il y a un homme qui me dit mais là, avec ce qui t'arrive là, ça va être quand même compliqué pour la suite, non? Donc là, on lui répond et là, avec toi, avec ce qui t'arrive là, t'as plus de job. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc vous l'avez vécu, quoi, en fait. Mais bien sûr, mais je pense que comme tout le monde, à des degrés différents, on l'a toutes vécu. Mais ça va continuer, ça va être lent. On sait que c'est lent. Si j'ai une note plus personnelle à dire, moi je suis maman, je pense que dès le départ, quand mon fils est né, tous ses anniversaires ont été paritaires. C'est-à-dire qu'il y avait autant de filles que de garçons. Maintenant, c'est plus un sujet, il y a autant de filles que de garçons, donc il l'a intégré. Et je pense que ça commence dès le plus jeune âge, il faut expliquer ça à nos enfants. C'est très bien que les sociétés aujourd'hui fassent des choses pour promouvoir les femmes, je trouve ça formidable et j'en fais partie. Mais néanmoins, en termes d'éducation, il faut que ça commence beaucoup plus tôt. Ouais. Alors justement, il faut que ça commence beaucoup plus tôt pour changer un peu le mindset, changer les codes, changer les éléments de langage, Tammy. Et c'est sur le point sur lequel vous vouliez parler justement. Peut-être aussi quelques anecdotes concernant votre parcours. Je crois que vous en avez aussi des croustillantes un petit peu comme Victoire. Oui, c'est toujours très sympa.
Où commencer, en fait, il y a une manière de regarder le monde qui nous est inculquée depuis tout petit. Et lorsqu'on arrive en comité de direction, même avant, moi j'avais fait un cours de leadership pour femmes. Et donc là, on m'explique pour être mieux entendue, parce qu'en fait, dans certains comex, on devait me donner la parole. J'ai une voix peut-être un peu aiguë, qu'il fallait poser sa voix, et donc il fallait être un peu plus... Donc déjà, il faut, parce qu'on a l'habitude que ce soit le référent paternel qui a une voix, avec nos parents qui sont nés dans les années 50, et donc cette voix un peu plus basse devrait m'apporter quelque chose de plus lorsque je m'exprimais. Donc c'est juste pour montrer, on commence avec des choses qu'on ne se rend pas compte tout de suite. Pareil, on est à l'école, tu as une maman qui travaille. Alors combien de fois est-ce que les autres parents demandent si le papa travaille ? Je pense que ça n'arrive pas très souvent. Si je reviens un peu à ce que Marjorie disait, il faut avoir un peu de caractère. C'est exactement comme ça qu'on qualifie une femme qui défend ses opinions. Elle peut être aussi virile, elle peut être agressive, c'est des mots que j'entends assez régulièrement. Alors que pour les hommes, il a bien défendu son dossier, il est très assertif. Donc c'est contre toutes ces un peu qualifications presque innées, naturelles, où on pense que c'est normal, sur lesquelles il faut avoir une attention particulière, je trouve, pour justement faire progresser la société et de se rendre compte qu'on met des qualitatifs sur le genre de quelqu'un, alors qu'avoir du caractère, je pense, si on défend son dossier, c'est masculin et féminin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc déjà, changer les éléments de langage, changer les choses par lesquelles nous sommes, qu'on nous inculque dès le plus jeune âge, finalement. Et alors, justement, j'avais un autre chiffre à vous donner, en fait, par rapport pour les femmes en position de rejoindre un poste de direction, 28% ne font pas ce choix, car 44% d'entre elles ne se reconnaissent pas dans les enjeux de pouvoir, en fait. Audrey, justement, est-ce que les femmes est-ce que ça fait partie des blocages, justement, ne pas se reconnaître dans les enjeux de pouvoir parce qu'on n'a pas été, entre guillemets, formé pour, à votre avis? Oui, je pense que ça fait partie effectivement des éléments. C'est très juste, il faut du caractère pour réussir. Il faut pouvoir s'opposer. Bien entendu, souvent on entend les mots d'être viril. En fait, moi, je me suis rendu compte, ça a été très dur, mais comme tout le monde. Et je me suis rendu compte à un moment donné aussi, on me l'a dit d'ailleurs, on m'a dit, écoute, je pense qu'il faut que tu te poses, maintenant tu n'es plus dans le combat. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais mené un combat et qu'à un moment donné, il fallait juste poser les armes et ne plus être dans ce combat. Et moi, j'essaie de militer auprès de toutes les femmes pour leur dire, vous pouvez y arriver, ne vous mettez pas de frein, parce que moi, je trouve qu'il y a plein de filles qui se mettent des freins, et j'ai quelques chouettes collaboratrices qui sont dans la salle, et tous les jours, je leur dis, vous mettez pas de frein, parce qu'il n'y a aucune raison de s'en mettre. Et il y a plein de choses qui peuvent être gérées. Ce que vous disiez, il y a juste un élément, moi, qui m'a un peu choquée, de dire le fait qu'on assume les congés maladie, etc. Sauf que quand on a des enfants, généralement, on est deux. Et moi, ce que j'essaie souvent de dire, c'est pas à la fille, forcément, de tout assumer. Il faut juste aussi dire que quand on fait un bébé, on est deux, normalement, et que bien souvent, je pense qu'on a une jeune génération qui a envie de s'impliquer, et moi je vois le nombre de congés paternité qui sont pris par mes jeunes collaborateurs, je trouve ça très chouette. Donc il y a aussi cet élément-là, et deuxièmement, je pense qu'il faut tout qu'on dirige avec des codes qui soient les nôtres. Et je trouve qu'on a trop souvent, et moi j'ai vu trop de femmes prendre du pouvoir, peut-être dans des générations un peu avant moi, et quoique même de mon âge, et on a toutes finalement ce biais de se dire on s'est battu, et on prend des codes masculins. Et ben non, essayer de diriger avec des codes qui soient plus féminins. C'est-à-dire, en fait, on essaye de rentrer dans un moule qui est déjà fait, sans changer ce moule-là, en fait. On essaye de s'y mettre. On essaie de s'y mettre, effectivement, et je pense la parité, alors on y viendra après sur les mesures, bien entendu, il faut accompagner tout ça. Mais je pense qu'on a vraiment intérêt à mettre notre patte, et cette patte, si elle est un peu plus féminine, elle est sympa, parce qu'on voit qu'en matière de management, souvent les femmes, elles y arrivent bien, parce qu'elles ont des qualités humaines qui sont peut-être, et une fois de plus, je ne peux pas mettre de biais, mais qui sont peut-être un peu plus naturelles. Mm-hmm. Alors, en préparant cette table ronde, Christelle, bon, bien évidemment, vous défendez la parité, mais vous disiez qu'il fallait quand même justement vous montrer une certaine pugnacité, une certaine détermination quand on était une femme et qu'on voulait accéder à ce type de poste. Donc, ça veut dire quoi? Le combat, ça fait partie justement des qualités qu'il faut avoir pour accéder à ce type de poste et se faire une place au milieu des hommes? Alors, moi, la question, la façon dans laquelle je me pose, c'est comment ça se fait que j'ai mis aussi longtemps à voir qu'il y avait un plafond de verre? C'est-à-dire qu'au début, quand on commence à travailler et à entrer en entreprise, on essaye de faire de son mieux, d'être bonne, et on laisse la méritocratie faire. Et avec la méritocratie, petit à petit, alors il y a des exceptions, mais on y arrive. Et on pense que ça va toujours continuer comme ça, en fait, que c'est la règle et qu'il suffit de continuer à bien faire pour obtenir. Un poste de COMEX ou un poste de direction, qu'on soit homme ou femme, il faut aller le chercher.
Et je pense que en tant que femme, on n'a pas forcément de rôle modèle et on n'a pas forcément l'habitude d'afficher son ambition, d'afficher sa détermination, de mettre en avant ses résultats, de mettre en avant ses points de vue. Donc c'est une première barrière, parce que comme c'est un mode masculin, il faut se faire coopter. Et donc il faut se faire voir. Et il faut chercher des alliés qui nous aident à rentrer. Et donc quelque part, je pense que les femmes ne sont pas toujours préparées, n'ont pas forcément de plan pour accéder à ces institutions. Et une fois qu'on y est, la difficulté, c'est oui, c'est des codes masculins, donc il ne faut pas se laisser impressionner, il ne faut pas se laisser intimider, il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, il ne faut pas porter la responsabilité du monde pour les autres femmes, il faut réussir à avoir confiance en soi. Et oui, je suis d'accord, le must du must, c'est quand on a compris qu'on pouvait faire de notre différence un atout et apporter des choses qui n'existent pas dans un COMEX et qui du coup vont nous faire briller et qui vont du coup nous permettre aussi d'influencer la culture. Mais globalement, c'est systémique. Donc il y a une part chez les femmes, elles doivent aller chercher les postes. Et après, et c'est ça dont on va parler après, il faut briquer le système pour qu'il soit beaucoup plus facile pour la nouvelle génération. Donc il faut changer les codes, mais garder quand même la détermination pour les femmes pour pouvoir, voilà, à la mort. Et donc donner un nouveau leadership. Alors essayer d'avoir une nouvelle façon de mener d'être dans ces postes de top management. Alors justement, comme vous voulez parler des solutions qui sont mises en place au sein de vos entreprises, on va parler donc de ces fameux rôles que doivent mener les entreprises et quels sont les moyens d'action qui sont mis en place pour améliorer la représentativité des femmes au sein des postes de direction. Christelle, je vous redonne la parole puisqu'on a aussi évoqué les quotas, la notion des quotas. Quel est votre avis justement sur cet élément-là ? Alors, je pense qu'une entreprise, déjà, il faut qu'elle affiche hyper clairement son engagement derrière la parité et la diversité, comme un sujet de fairness, de justesse, et aussi de compétences, enfin de performance. Et par rapport à ça, il faut avoir des plans concrets. Et les quotas, pour moi, ça fait 30 ans que je travaille, et ça fait 10 ans que je suis dans des postes à haute responsabilité, et je suis souvent la seule femme. Donc, quelque part, il y a 10 ans, je vous aurais dit les quotas, vraiment, est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par là ? Aujourd'hui, je vous dis, les quotas, il faut y aller vite. Et je suis ravie qu'en France, on ait cette loi qui arrive. Parce que c'est une façon de disrupter, de changer la norme et d'équilibrer les forces autour de la table. Moi, j'ai eu à reconstruire mon équipe de direction il y a pas très longtemps. Je suis quasi à parité. Alors après, ça joue toujours à une personne, etc. Donc, ce n'est pas une obsession non plus. Et je n'ai pas eu du tout de mal à trouver des talents femmes qui méritaient juste qu'on prenne le pari sur elles et qu'on les fasse monter. Et je peux vous dire que la culture, elle bouge tout de suite. Donc, avoir ces quotas, ça va permettre de changer la norme, de faire bouger la culture. Et bien entendu, il y a plein d'autres éléments qui doivent permettre de bâtir une nouvelle culture. Mais rien que d'avoir ça et des rôles modèles dans l'entreprise, ça va bouger les lignes. Est-ce que c'est un avis qui est partagé par tout le monde aujourd'hui autour de la table ? Si quelqu'un veut... Moi, je crois au quota, mais je crois à un quota dans un espace-temps. Voilà, je pense que le monde évolue. Donc, en effet, sans quota, on n'y serait pas arrivé. Je ne suis pas sûre d'être arrivée au comité exécutif de ce système sans quota, clairement. Enfin, donc, c'est bien, mais je pense qu'il faut le mettre dans le temps. Voilà. Il ne faut pas non plus qu'on arrive, moi je suis pour les quotas et c'est un accélérateur, mais il ne faut pas qu'on arrive à une génération d'hommes sacrifiés. Moi, je fais très attention à ça aussi au niveau de l'entreprise, pour pas qu'on pense qu'il y a des situations qui sont injustes parce qu'on a nommé une femme alors qu'il y a peut-être un homme qui était plus compétent à côté. Donc moi, je suis très attentive à ça. Ce qui est très important, c'est justement dans les phases de détection de talents, c'est de faire émerger les talents féminins pour qu'il n'y ait pas ce sentiment de frustration. Et de la même façon, de travailler aussi sur les talents masculins. Et au bout du compte, je pense que cette parité, elle se fera naturellement, puisque aujourd'hui, le problème de fond, c'est qu'on n'arrive pas à faire émerger ces talents féminins. Et donc, il faut mettre en place les conditions qui permettent d'avoir, quand on est en people review, de dire, voilà, j'ai autant de femmes que d'hommes qui peuvent tenir ce poste. Alors justement, Tammy, comment fait-on pour recruter plus de femmes et puis les amener progressivement à des postes de direction ? Ça va passer par quoi au sein de chez Sonépar, par exemple ? Pour le recrutement, je pense que comme on a plutôt tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent, la première chose qu'on a fait, c'était de mettre en place vraiment une grille de compétences. Que chaque manager, quand il reçoit le candidat, il doit cocher des cases de la compétence et non pas de la tête me revient pas. Il y a toujours une part
subjectif dans un entretien, mais ça permet de factualiser beaucoup de choses et on ne peut pas juste rejeter maintenant un candidat ou une candidate en disant non, le feeling n'est pas passé. Parce que c'est vrai qu'on revient sur ses acquis. Voilà, j'aime jouer au foot, il m'a parlé de foot, c'était super sympa et donc du coup je préfère lui alors qu'en fait il y avait quelqu'un d'autre qui était nettement plus compétente, qui aurait pu prendre le poste et qui était une femme. Et ça on le voit souvent. J'ai rebondi un peu sur les talent reviews. Nous faisons une évaluation des potentiels de nos talents féminines à part. C'est-à-dire, on prend le temps pour discuter. Je suis dans un monde très masculin. On n'est pas encore à 30% de femmes au sein de l'organisation. De vraiment discuter des femmes et des possibilités pour essayer de voir des carrières peut-être un peu aidées, un peu poussées par rapport à la compétence pour mieux les accompagner et faire un vrai focus là-dessus parce que c'est la manière de faire émerger des discussions qui, naturellement, je pense, n'auraient pas lieu. Donc ça, c'est deux choses. Le troisième, c'est qui me semble très important, c'est ce que j'appelle un peu la reconnaissance de temps de vie. On n'est pas ici pour dire que les hommes n'ont pas leur place, c'est justement laisser de la place aux femmes de travailler en rémunérant, par exemple, le congé paternité. Et pourquoi pas imaginer un jour que le congé paternité ou parental soit quelque chose de partagé entre les deux pour que chacun puisse avoir ça. Un des problèmes de la gestion de carrière qui était mentionné, c'est le fait que le congé maternité est plus long. C'est des moments de vie où on est un peu en pause. Et comme on ne peut pas le partager avec son conjoint, on se retrouve dans une situation où on est absent de l'entreprise un peu plus longtemps. Et donc, travailler aussi des choses qui permettent d'équilibrer ces temps de vie au sein de l'entreprise. C'est très important. Comme les enfants malades, etc., qui se fait partager des deux parents et accepté par les managers. C'est encore une question d'acculturation. Alors en parlant de congé maternité, en fait, d'absence de la femme à un certain moment donné, c'est généralement entre l'âge de 30 et 40 ans, ce qui est l'âge souvent auquel on va identifier les profils qui pourront ensuite progresser. Est-ce que là, c'est pareil, c'est une des difficultés majeures? Qui est-ce qui veut répondre à cette... Oui, l'absence est une difficulté à cette période-là, clairement. De Parce ne pas être vu, ne pas être exposé, ne pas avoir été à la présentation de l'année parce qu'on était en congé. La personne est oubliée. Hein, on s'absente parce que le congé, alors je suis désolée, je suis étrangère, mais le congé maternité en France est un peu court. Et donc, pour quelqu'un qui souhaiterait prolonger un petit peu, du coup, ils sont absents très longtemps et c'est presque mal vu. Je me suis absentée 6 mois pour m'occuper de mon enfant. C'est pas très bien. Il y a des entreprises un peu plus en avance sur le sujet qui permettent d'avoir un peu plus de temps avec ses enfants, mais cette absence-là, elle est pénalisante. Je pense que les entreprises doivent faire attention, c'est des vrais moments de décrochage. Moi, je l'ai vu, parce que la femme, naturellement, a tendance à se mettre en retrait et effectivement à avoir peut-être du mal à revenir. Alors, ce que je dis souvent à mes collaboratrices, c'est garder un lien avec l'entreprise, puisque ça vous permet quand même de continuer à exister ou à être là. Après, c'est des choix qui sont très personnels, de vouloir complètement s'arrêter pendant une période définie. Et je dis souvent à mes RH aussi de faire très attention à la façon dont ces jeunes femmes reviennent et reprennent leur travail. Gino ? Après, je trouve que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une plus grande proximité des managers justement dans cette période-là, où, je sais pas, il y avait une vingtaine d'années, la personne partait en congé et on fermait les rideaux, on n'en parlait plus, etc. Aujourd'hui, le lien est très important et il faut continuer à avoir ce lien, effectivement, pour que on ait toujours en présence à l'esprit cette personne, avoir un suivi particulier, protéger quelque part aussi le statut, le poste, la fonction. Donc il y a un vrai effort à faire du côté de l'entreprise et ça passe aussi par de l'acculturation, c'est-à-dire que sensibiliser les managers à tous ces éléments-là pour qu'eux-mêmes finissent par l'intégrer et que le fait de partir en congé maternité, paternité, peu importe, ne soit plus une question. Audrey, vous vouliez rajouter quelque chose, Christelle ? Disons que oui, j'ai l'impression, je suis désolée parce que je vais être un petit peu contradictoire, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins le sujet qu'avant, parce que moi je regarde autour de moi les femmes qui sont dans des postes de direction, elles ont toutes des enfants. Elles ont tous 2, 3 enfants et elles ont continué, elles ont repris. Donc ce que je me dis plutôt, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on leur signifie bien qu'on a besoin de leur talent, comment on les aide, on les accompagne dans cette période-là. Et comment c'est pas du tout disqualifiant d'avoir des enfants ou d'avoir choisi même d'avoir des équilibres de vie un peu différents entre avant et après un congé maternité. Mais j'ai l'impression que ça évolue quand même
plutôt dans le bon sens. Moi, j'ai un chiffre justement toujours par rapport au sondage qui avait été mené, l'enquête par Page Group en 2021 là, auprès des managers et des dirigeants, et qui disait qu'en gros, 44% des femmes disent que les postes de direction sont incompatibles avec l'équilibre de leur vie perso et de leur vie pro. Donc ça reste quand même un chiffre, même si vous dites que c'est un petit peu moins peut-être un sujet, ça reste quand même 44%, ça fait beaucoup quand même. C'est un frein, c'est un vrai frein. Oui, je pense que c'est à réinventer surtout. Je pense que effectivement, les postes de direction tels qu'ils sont exercés aujourd'hui par des hommes sont exercés d'une certaine façon. Je pense que les femmes qui vont venir sur ces postes vont avoir le loisir, vont devoir avoir le courage de trouver des équilibres qui sont différents et que l'entreprise va devoir accepter parce qu'elle a besoin de l'impulsion et de l'impact de ces femmes et de leur talent. Oui. Donc montrer en fait que la flexibilité horaire, la disponibilité permanente ne font pas partie des qualités nécessaires pour être un bon leader en fait. Et je pense d'ailleurs que le Covid a eu du bon là-dedans. Oui. Oui, parce que je pense que on s'est rendu compte que, mais c'est pas parce qu'on n'était pas là qu'on travaillait pas. On s'est rendu compte qu'on aurait une autre méthode de travail, parce qu'on a été tous forcés de le faire. Donc je pense qu'il y a du bon dans chaque chose négative. Donc là, il y a du bon là-dessus, je pense. Audrey, vous au sein de Natixis, vous avez un pilotage assez précis justement de ces chiffres autour de la parité des femmes. Il y a un pilotage managers. assez précis. Là, il y a plusieurs choses. C'est effectivement, on s'est fixé un objectif de pourcentage donc, de femmes dans les cercles de leaders. Nous, au niveau de Natixis Wealth Management, on est à 44% de femmes effectivement qui sont dans les leaders. Alors, on n'est pas au niveau du CODIR, on est qu'à 30%, mais on est à 44%. Il y a tout aussi un accompagnement qui a été fait. Alors, il y a des cercles de leadership au féminin. Moi, j'étais pas fan au départ, mais je pense que ça a une vertu parce qu'en fait, les femmes, elles savent pas faire une chose, c'est organiser leur réseau, gérer leur réseau. Je pense que les hommes sont beaucoup plus solidaires que les femmes entre elles, et donc je pense que sur les aspects de solidarité, ça permet au moins ça. Il y a une autre chose, c'est que tous nos managers vont passer sur une formation de leadership inclusif. Là, pareil, c'est une formation qui est très bien faite parce qu'on se rend compte qu'on a tous des biais. Et ces biais-là, il faut effectivement lutter contre. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des principes ou des bases qui doivent être diffusés. Je partage sur les aspects de télétravail Covid. Nous, le télétravail est de mise maintenant et je pense qu'il y a beaucoup plus d'acceptabilité de savoir et gérer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il y a des choses toutes bêtes, effectivement, sur des réunions qui sont à des horaires qui ne conviennent pas à tout le monde, mais qu'on soit homme ou femme, j'ai envie de dire. Donc tout ça, on pilote assez finement. Surtout les senior leaders, les ambassadeurs leaders. Les senior leaders, c'est tous les N+1 et c'est le cercle d'en dessous. En fait, on regarde qui pourrait remplacer la personne si la personne partait ou voulait changer de poste ou démissionner. Et il y a toujours une parité qui doit être mise en place entre le choix d'un homme et le choix d'une femme. Et je pense que c'est pas mal d'avoir ça parce que ça permet effectivement d'identifier des talents. Alors Audrey a évoqué la notion de réseau. Victoire, je crois que vous pouvez nous en parler justement des réseaux féminins. Vous avez été impliquée dans certains réseaux ? Oui, j'étais impliquée. Je suis encore. J'étais présidente de Féminin Pluriel et là maintenant, je suis arrivée dans un nouveau réseau qui s'appelle Langage de Femmes, qui lutte contre le racisme. Mais je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est assez inné chez les hommes de se connecter, de faire son réseau, etc. Nous, les femmes, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est oser. Oser aller parler, oser aller demander une augmentation, oser aller demander. Il faut oser le faire. Et je pense qu'on n'est pas formaté pour ça. On a peur, on n'ose pas. Et je ne sais plus qui dit tout à l'heure, mais on se dit toujours, mais non, mais le syndrome de l'imposteur, mais combien de fois on se l'est dit, ça? Combien de fois? Vous êtes sûr, etc. Donc bon, il faut, voilà, je pense qu'il faut oser. Et ces réseaux, alors il y a des réseaux d'entreprises, il y a des réseaux, donc chez Dassault Systèmes, on a un réseau féminin dans lequel il y a des hommes d'ailleurs, qui s'appelle WIN, Women Initiative. C'est assez important, oui, je pense. Ça aide. Je crois beaucoup au mentorat aussi, pour pouvoir échanger. C'est formidable. Enfin, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes dans ma vie qui m'ont beaucoup aidé professionnellement. Et ça vous permet d'échanger et de pouvoir aussi réfléchir à la suite de votre carrière, à vos différents challenges. Donc oui, c'est assez important, ces réseaux. Oui, si je peux rebondir, je suis hyper d'accord avec Oser. Cool. Avec le mentoring aussi. Et j'ajouterais un élément de plus, c'est le sponsoring. C'est-à-dire que je pense qu'on ne réussit pas seul. Et on réussit si on est aussi aidé par des hommes et des femmes qui nous permettent de nous ouvrir les portes. Et je pense qu'il faut être très conscient de ça et très intentionnel. Et je pense que les femmes ne sont pas toujours intentionnelles dans leur management de leur carrière et de leur ambition. Alors, mentor, sponsor, du coup, ça va être quoi la différence, en fait, finalement, entre tout ça ?
Un mentor, il va vous faire grandir, si je la fais courte. Un sponsor, il va vous ouvrir les portes. Mais les deux au sein de l'entreprise? Ou est-ce qu'on peut aller les chercher ailleurs? Mais de toute façon, on a besoin d'aller chercher toutes les ressources possibles. On l'a tout dit, c'est difficile. Donc, on a besoin de toutes les ressources qu'on peut avoir. Mentor, ça peut très bien être à l'extérieur, parce que c'est très riche d'avoir quelqu'un qui a un œil externe. Ça nous permet d'avoir du recul, de lire les situations un petit peu différemment et avec plus de lucidité. Sponsor, à l'intérieur de l'entreprise, c'est mieux, parce que c'est quelqu'un qui peut permettre de faire les liens, les ponts avec les sujets essentiels et les points clés d'inflexion pour accéder là où on veut accéder. Et donc, mentor ou sponsor, ça peut être homme ou femme? Even, pareil. D'accord. Mais surtout, on a besoin des hommes pour faire avancer la cause des femmes. Donc, c'est pas une question de femmes contre hommes, c'est femmes et hommes. On est ensemble, les gars. Je suis 100% d'accord. On est ici pour la parité, ni pour trouver une égalité au sein de cette société qui est juste et qui rend les choses un peu plus faciles pour tout le monde. Gino, en tant qu'homme, justement, vous, comment vous vous positionnez au sein de votre entreprise pour essayer de mettre en avant les talents féminins? Alors déjà, la parité, je pense que c'est essentiel. Ça me faisait penser à un article que j'ai lu il y a pas longtemps. C'est un prof qui s'appelle Rose Bess-Canter, qui disait déjà en 77 qu'il avait fait une analyse sur la parité et sur l'absence en fait des femmes dans les positions managériales supérieures, et qui avait émis quelques hypothèses sur les résultats de ces entreprises, en disant en gros, le fait qu'il n'y ait pas cette parité, on a des entreprises en fait qui sous-performent globalement. Et puis cette étude, elle a été reprise il n'y a pas longtemps par Michel Ferreri, qui est prof à Schema, qui a démontré qu'en fait elle avait raison. Et quand on regarde la rentabilité, quand on regarde les prises de parts de marché, tous les critères économiques, sauf un, et je vais y revenir, le fait d'avoir la parité dans l'entreprise, ça générait beaucoup plus de résultats. Et il rajoute un point, et là aussi c'est important, parce qu'on parle toujours des quotas, mais on est tous d'accord pour dire que c'est une nécessité. En fait, il a fixé le point d'équilibre à 35%. C'est-à-dire qu'en dessous de 35%, en fait, l'apport de la vision différente n'est pas suffisante. Le fait de ne pas avoir un groupe de femmes qui fassent corps et qui voient les choses différemment, ce n'est pas suffisant. À partir de 35%, en fait, on a ce basculement qui permet d'être beaucoup plus audible et qui permet d'avoir un meilleur dialogue avec ses partenaires et ses collègues masculins. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est, j'ai dit, il y a un point sur lequel tout cela n'est pas complètement exact, c'est en fait sur la valorisation de l'action. Pourquoi ? Parce que, en fait, au niveau de la bourse, les traders sont essentiellement masculins et ont eux-mêmes des biais mentaux et qu'ils interprètent de la façon suivante. L'aversion des femmes, soi-disant, pour le risque, fait que quand on a un COMEX avec une majorité de femmes, on ira supporter sur la bourse ces boîtes quand on est dans un environnement extrêmement risqué ou dans un environnement en crise. Parce qu'on sait que pour ces personnes-là, les femmes font plus attention, prennent plus de précautions, etc. Alors que dans un environnement où il y a une super croissance, etc., on ira vers des COMEX qui sont plus masculins. Donc la réponse à ça, parce que la réponse existe, c'est ça qui est intéressant, passer la parité à 50-50, ces personnes-là ne se posent plus la question. Voilà. Sur l'aspect justement performance des entreprises qui mettent des femmes sur les postes de top management, à votre avis, qu'est-ce que ça apporte justement comme qualité, comme compétence en plus à une entreprise? De l'équilibre. Et sur quels soft skills on peut aussi s'appuyer justement quand on a des femmes sur des postes de dirigeantes? Moi, je le vois, je vous dis parce que j'ai une équipe qui est vraiment à parité. C'est une équipe où il y a de l'écoute, où il y a une vision des problèmes beaucoup plus à 360, il y a moins de biais. C'est très créatif, ça challenge, ça dit les choses comme c'est. Et
quelque part, il y a une résilience systématique qui est beaucoup plus forte. Mais c'est vrai parce qu'il y a une parité homme-femme, mais c'est souvent vrai quand il y a une équipe très diverse. Le problème, c'est plus quand il n'y a pas de diversité ou de parité, les biais qui peuvent y avoir dans la gestion du business. C'est en fait une forme de pression sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a de la diversité, de la parité, des personnes qui sont différentes les unes par rapport aux autres, on s'oblige aussi à réfléchir différemment. C'est hyper important d'avoir cette parité à tous les niveaux. Audrey, je crois que vous m'aviez aussi signalé que par rapport au pilotage justement au sein de Natixis, la parité faisait partie des objectifs de développement durable que vous souhaitiez majeurs, stratégiques pour Natixis. Alors c'est pour Natixis Waste Management, on a fait effectivement le choix de définir notre politique RSE sur 2 objectifs qui sont la mixité et l'éducation. Alors l'éducation, on en a parlé avant parce que je pense qu'il y a quand même un sujet sur certaines professions parce que les femmes font des choix ou des mauvais choix au moment de leurs études et la réforme du bac n'a pas aidé. Donc là-dessus, effectivement, nous, c'est l'éducation. Mais l'éducation, c'est les femmes ou aussi, on parlait de la diversité, effectivement, de permettre à certaines populations d'accéder à des entreprises où c'est pas forcément évident d'y rentrer. Et la mixité, parce que la mixité, voilà, on l'a suffisamment abordé. Je pense qu'il faut un équilibre et l'équilibre est source de performance. Et quand vous faites appel, là je parle à Tammy et puis à Gino en tant que DRH, quand vous faites appel à des cabinets de recrutement aujourd'hui, quelles sont les consignes ou qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en place justement pour essayer de faciliter le recrutement de femmes finalement? Alors officiellement, on ne peut pas choisir un genre, donc ça c'est pas légal. Cependant, on peut demander de la parité dans les candidatures qui peuvent être proposées. Pour essayer d'accélérer un peu. Et c'est vrai qu'on regarde la compétence. Et donc, s'il y a compétence égale, comme on est vraiment en train de chercher la diversité au sein de l'organisation, on va plutôt choisir une candidate qu'un candidat pour créer cette parité au sein de l'entreprise. Mais officiellement, oui, c'est uniquement sur la compétence. Oui. Et Gino, c'est la même chose, hein. Vous m'aviez dit c'était 50-50. Oui, exactement. On s'est engagé, ça fait partie un peu de notre mode de fonctionnement, de toujours présenter aux managers 50% de candidats et 50% de candidates. Ça lui permet aussi effectivement lui-même d'évoluer parce qu'on les a formés aussi à ça. C'est-à-dire que tous nos managers sont formés sur les biais mentaux. Donc ils se rendent compte aussi qu'ils ont pendant pas mal d'années recruté des personnes qui leur ressemblaient. Donc maintenant il y a eu cette prise de conscience. Et aujourd'hui, encore une fois, ça apporte des résultats. On voit tout doucement que ce soit le nombre de cadres, que ce soit le nombre de dirigeants, etc., femmes qui augmentent. Parce qu'il y a cette volonté affirmée. C'est une nécessité. La formation des leaders, vous en aviez parlé, hein, Audrey, hein, c'est ça, la formation des leaders pour être de plus en plus inclusif. Oui, tout à fait. Oui. Tous nos managers, l'objectif, c'est que 100% des managers soient formés à ce leadership inclusif. Alors, on a parlé aussi tout à l'heure de mentorat, de sponsoring, mais il y a aussi mettre en avant, peut-être communiquer plus autour des femmes au sein de la société, peut-être un coup de projecteur qui devrait être plus éclairant sur les femmes qui sont dans les postes de direction. Est-ce qu'elles sont assez mises en avant aujourd'hui, les femmes, au sein des entreprises? Moi, je pense, en tout cas, nous, on essaie de le faire. Moi, j'ai fait beaucoup de marketing autour du fait que j'étais une femme et ça a permis d'ailleurs de parler de la banque. Alors, je vais vous dire, tout récemment, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit que j'en faisais peut-être un peu trop sur les femmes. Donc, ça m'a fait sourire. Mais donc, il faut faire attention aussi à la façon dont on communique. En tout cas, on essaie de porter effectivement le fait que c'est une femme qui dirige une banque et que voilà, ça apporte plein de choses à l'établissement, à ses collaborateurs et à la façon de bouger les choses. Et il y a peut-être aussi une des valeurs, je reviendrai sur les femmes. Moi, je pense que les femmes, elles ont plein de courage et qu'elles doivent l'exploiter. Audrey? Christelle. Pardon, Christelle, excusez-moi. Oui, je pense qu'on le fait. Après, moi, je me challenge toujours pour me demander si on en fait assez, notamment sur les jeunes talents et notamment sur des jeunes ingénieurs ou des jeunes femmes qui sont dans des populations encore plus masculinisées et où on a des gaps. Et ça, je pense que ça va être un des axes qu'on va vraiment prendre parce que je pense qu'on a besoin de nourrir l'envie de jeunes femmes à venir rejoindre l'industrie et aussi à avoir envie d'être le leader de demain. Parce que ça, c'est pas gagné. On en a un peu touché le sujet tout à l'heure. Les moteurs des hommes pour aller chercher des postes à responsabilité ne sont pas nécessairement les moteurs des femmes. Je pense que les femmes ont besoin beaucoup plus de sens,
d'avoir l'idée qu'elles vont pouvoir avoir de l'impact, que ça va servir à quelque chose. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on travaille à illustrer que c'est possible et leur donner envie. Je pense que le sujet de leur donner envie et qu'elles ne choisissent pas de sortir de cette voie-là, va être un vrai sujet critique. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure finalement. Donc c'est le fameux moule qui est à changer pour pouvoir leur donner envie d'accéder à des postes dans lesquels elles auront l'opportunité de mettre en avant leur qualité féminine. Victoire, est-ce que vous aussi, on vous dit parfois que vous en faites trop en tant que femme, justement, qui cherche à mettre sa place en tant que femme dirigeante? Pourquoi la salle rigole avant que je ne réponde? Probablement, mais ça m'est égal. Enfin, c'est pas le sujet. Je pense que, ouais, voilà, j'y crois. Moi aussi, j'ai une équipe parité. J'y tiens. Il y a une partie qui est là. Je suis hyper contente. Il faut qu'on se fasse entendre. Enfin, voilà. Vous êtes formidables, les messieurs. Quand on vous recrute, on vous dit, mais là, vous êtes où dans 5 ans? Le mec, il sait déjà exactement où est-ce qu'il est, avec son parcours de carrière et tout. Nous, on arrive, on se dit, bah non, je postule juste à ce poste-là et ce serait dingue si je l'avais, quoi. Bah non, il y a un moment donné, il faut juste peut-être penser un peu comme eux. Et pour pouvoir améliorer tout ça. Mais je rejoins ce que vous disiez. Nous, on travaille avec des ingénieurs. Il y a 22% de femmes ingénieurs au sein de la R&D chez nous. C'est un vrai sujet. On a mis en place des programmes également chez Dassault Systèmes, notamment un programme qui s'appelle Rise Up, pour pouvoir promouvoir ces femmes à des postes de manager. Et il faut les accompagner. Il faut les accompagner. On s'est rendu compte après ces programmes-là, 77% de ces femmes-là avaient évolué dans leur poste. Donc, de carrière, on sait bien, mais il faut les accompagner, ouais. Tammy? Oui, la grosse difficulté, c'est que cette marché de femmes dans des métiers scientifiques, mathématiques, etc., il n'y a pas beaucoup de femmes. Et donc, nous sommes engagés avec Melchior, donc c'est avec l'éducation nationale, pour un peu former des professeurs, pour les aider à accompagner sur les appétences et attirer plus de jeunes filles, du coup. Alors, c'est un travail à longue haleine et ça ne va pas se réaliser demain, qu'elles sont capables de faire des maths, elles peuvent le faire. Et quand je suis intervenue, il faut que l'éducation nationale travaille peut-être un peu plus les appétences et pas les notes. On voit si elle aime bien bricoler. Alors ça peut dire plein de choses. Et comment est-ce qu'on encourage d'aller vers ces métiers-là pour que justement vous ayez plus de monde dans les sciences. Mais c'est pour ça aussi que la difficulté à se projeter vient aussi au départ de l'absence de rôle modèle. À partir du moment où il y aura de plus en plus de femmes managers haut placées, etc., les jeunes femmes pourront se projeter. Le rôle modèle est très important. Il faut promouvoir ces femmes-là, il faut expliquer et les rendre accessibles auprès des jeunes étudiantes, des collégiennes, pour dire voilà, elles l'ont fait, elles peuvent le faire, voilà comment ça marche, voilà quelle est la direction qu'il faut faire. Donc c'est très important. Ouais. Et c'est ce que vous faites finalement aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est là. Les quatre. Ouais. On arrive à la fin de cette table ronde. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaitiez rajouter ou pas pour terminer? Alors, on a compris oser. Pas entrer dans le moule, transformer, forcément, c'est la thématique des Assises de la parité 2023. Est-ce qu'il y a un dernier petit mot On a besoin de vous. Très bien. Merci. Merci à tous. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.